Bonjour à tous, merci. À la Foire du Livre de Bruxelles et aussi à Normandie Livre et Lecture, grâce à qui on est là aujourd'hui pour cette rencontre. Donc je suis très heureuse de parler aujourd'hui avec Rosana Orihuela, traductrice d'Arguedas, de ce roman d'Arguedas dont on va parler aujourd'hui, Le Renard d'en haut et le Renard d'en bas, publié aux éditions Grévis en 2023. Rosana est aussi autrice d'une thèse de littérature comparée sur Arguedas, sur la langue d'Arguedas plus précisément, donc on va en parler aujourd'hui. Et cette traduction, ton travail, Rosana, a été récompensée par le prix Bernard Hoffner en 2023. Alors, pour commencer, un mot assez simple et à la fois assez compliqué sur la question de la traduction. Ce roman pose vraiment la question de la traductibilité ou pas du texte. Jean-Marie Leclésio, qui nous a offert un bel avant-propos pour ce livre, le dit lui-même. Il dit qu'il ne savait pas exactement si ce roman pouvait être traduit un jour. Et finalement, il dit, Rosana a réussi à le traduire. Alors justement, Rosana, pourquoi on peut dire de certains textes qu'ils sont difficiles à traduire? Est-ce qu'il y a des textes qui sont intraduisibles ou est-ce qu'au contraire, tout peut l'être? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, ça va? En tout cas, je vais répondre par rapport au roman de Arguedas. Était-il traduisible? Est-il traduisible? En fait, c'était le point de départ de mon travail de thèse, puisque je me suis posé la question, ce roman est traduit en italien, ce roman est traduit en allemand, ce roman est traduit en anglais, et pourquoi est-ce qu'il n'est pas traduit en français? Je me suis dit, s'il est traduit dans d'autres langues, c'est qu'on peut le traduire. Donc on va essayer de voir comment le français peut accueillir la langue d'Arguedas, et pourquoi est-ce que c'est un roman difficile à traduire. Et tu as rappelé que certains se posaient la question, est-ce qu'il est traduisible? C'est parce qu'en fait, Arguedas décide d'écrire dans une langue très particulière, qui est en fait un espagnol, qui va être traversé par le quechua, qui va être travaillé par la langue quechua. Et ce qui est difficile à restituer, eh bien, c'est cette rencontre des deux langues, puisque c'est une rencontre qui est éminemment politique, en fait, parce que on va sûrement en parler tout à l'heure, mais ce travail linguistique que réalise Arguedas a une portée éminemment politique. Et donc la question, c'était cette rencontre de l'espagnol et du quechua est significative au Pérou, puisque ce sont la langue majeure, la langue espagnole, et la langue mineure, la langue minoritaire qui se rencontrent. Mais quand je vais le traduire, comment est-ce que le français va se confronter au quechua? Puisqu'il va s'agir de déplacer un peu cette rencontre linguistique. Et donc c'était la grande question, comment traduire cette hybridité. Et on va en parler plus précisément, notamment peut-être au travers de ton travail de thèse qui, en fait, dans lequel tu t'es lancé et dans lequel tu as essayé de proposer en fait des solutions en français pour la traduction de ce livre. Alors, un mot sur Arguedas, ou plusieurs en tout cas, pour le présenter un peu davantage auprès de vous. Alors, Arguedas, il était lui-même traducteur. D'ailleurs, il n'était pas que écrivain, il était aussi ethnologue, anthropologue, poète. Et il est né en 1911 et en fait, il s'est suicidé en 1969, juste après l'écriture de ce roman. Ce qui fait de ce roman en fait un roman testamentaire. Donc ça, on va en parler aussi peut-être davantage, puisque en fait, il met en scène en quelque sorte dans ce roman la préparation de sa propre mise à mort. Et donc, on peut imaginer, comme c'est un roman testamentaire, que c'est le dernier roman qu'il a écrit, qu'il a composé comme il l'a composé. Ça aussi, on va en dire un mot, parce que la forme a une grande importance. Mais d'abord, peut-être te demander, Rosana, la place de ce roman dans l'œuvre d'Arguedas, qui est une grande œuvre romanesque, notamment
peut-être voilà, savoir cerner un petit peu mieux l'enjeu de ce texte par sa place qu'il a dans l'œuvre. Alors comme tu l'as dit Marion, c'est Le Renard d'en haut et Le Renard d'en bas et le dernier roman de José María Arguedas. C'est un roman qui est inachevé parce que Arguedas décide de se donner la mort et en fait il consigne dans ce roman son journal intime dans lequel en fait il se représente en train de lutter contre ses pulsions suicidaires. Et le roman s'achève sur la défaite d'une certaine façon, puisque Arguedas sent qu'il n'a plus la force de continuer à écrire ce roman. Et le roman se clôt en fait sur ses lettres d'adieu, des lettres qu'il envoie à son éditeur, des lettres qu'il destine à ses étudiants. Donc c'est une fin extrêmement émouvante puisque l'histoire s'arrête et on sait que Arguedas emporte avec lui toute cette trame qu'il avait, toutes ces images et ces personnages et cette langue entre espagnol et quechua qu'il avait inventée. Et c'est un roman particulier parce que, comme tu l'as dit, Arguedas était écrivain, était poète, était traducteur, était ethnologue. Donc c'est une œuvre qui est à la fois littéraire et scientifique. Arguedas a réalisé une thèse d'ethnologie, il a publié beaucoup d'articles sur la culture quechua, sur les danses, sur la musique, sur la langue quechua. Et il a traduit aussi, du quechua à l'espagnol et il a composé des poèmes en quechua. Et dans sa pratique de traducteur, en fait, il a acquis la conviction que le quechua était une langue magique parce qu'il s'est rendu compte que le quechua résistait à se faire traduire en espagnol. Donc à partir de là, il a développé un imaginaire autour de cette langue indigène. Et ce roman est particulier, donc déjà parce que c'est son dernier roman, c'est un roman testamentaire, mais c'est aussi un roman dans lequel Arguedas va tenter des nouvelles choses. Il a beaucoup écrit sur les Andes, c'est un écrivain qui est né dans la Sierra, et ses romans dépeignent, embrassent la réalité andine. Donc, il a publié son premier roman en 1941 qui est Yawar Fiesta et qui est déjà un titre hybride parce qu'on a le mot quechua Yawar, le sang, et Fiesta, la fête. C'est la fête du sang. Et dans ce premier roman, il décrit la corrida indienne donc, qui a lieu dans la Sierra. Ensuite, il publie un grand roman très poétique, extrêmement lyrique, qui s'appelle Les fleuves profonds, Los ríos profundos, et avec lequel, en fait, il commence cette poétique d'un espagnol traversé par le quechua, poétisé par le quechua, rendu très lyrique par le quechua. Et ce dernier roman est particulier aussi parce que Arguedas décide non plus de s'intéresser aux Andes, mais il décide de s'intéresser à la côte péruvienne, et de décrire ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Eh bien, la côte péruvienne connaît un boom important. Il y a une activité très forte de pêche et de transformation de farine de poisson. Et donc, Arguedas observe ces mutations qui sont en train de se mettre en place. Et il observe aussi un phénomène de migration. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'habitants des Andes, beaucoup d'Indiens, qui descendent s'installer sur la côte pour trouver du travail, pour trouver une vie meilleure. Et donc, pour s'intégrer, ils doivent apprendre l'espagnol. Et c'est ce que Arguedas va raconter, cette rencontre de deux mondes. Donc, ces migrants qui descendent et qui doivent réapprendre une langue et qui doivent s'insérer sur cette côte. Et donc, il y a aussi un rapport avec le titre dont on va peut-être parler un peu plus tard. Tout à fait, on va parler du titre, mais peut-être avant... justement, en fait, la particularité aussi de ce roman, c'est qu'il a une forme très très spéciale. En fait, Arguedas glisse dans ce roman des morceaux de journaux qu'il écrit pour lui-même, mais qui sont destinés à la publication. Donc c'est quelque chose de très pensé, de très réfléchi. Et il introduit donc, d'ailleurs, je vais peut-être vous lire les premières lignes du roman pour vous donner un peu le ton. Et en fait, il croise des extraits de journaux dans lesquels il parle de son rapport à la littérature, son rapport au Pérou, ses difficultés à écrire le livre qu'il est en train d'écrire, et une histoire qui se passe à Chimbote, qui est une ville côtière du Pérou dans laquelle se développe du coup cette industrie de la pêche qui fabrique de la farine de poisson ensuite pour la destiner à l'exportation. C'est ça ?
Et donc, je vous lis juste du coup le début du roman, et ensuite on parlera davantage de Chimbote, de ses personnages hauts en couleur, c'est moins qu'on puisse dire. C'est son discours. Premier journal. Santiago du Chili, 10 mai 1968. En avril 1966, il y a de cela plus de 2 ans, j'ai tenté de me suicider. En mai 1944, une maladie psychique contractée dans l'enfance s'est réveillée et j'ai été incapable d'écrire pendant presque 5 ans. La rencontre d'une grosse Zamba, jeune, prostituée, m'a rendu ce que les médecins appellent l'énergie vitale. La rencontre de cette femme pleine de vie a dû être la touche subtile, extrêmement complexe, dont mon corps et mon âme avaient besoin pour retrouver le lien rompu avec les choses. Quand ce lien devenait intense, je pouvais transmettre aux mots la matière des choses. Depuis ce jour-là, avec des interruptions, j'ai vécu quelque peu mutilée. La rencontre avec la Zamba n'a pas pu faire revivre en moi la pleine capacité de la lecture. Durant toutes ces années, je n'ai lu que quelques livres. Et maintenant, je suis une fois encore aux portes du suicide. Parce qu'à nouveau, je me sens incapable de lutter vraiment, de travailler comme il faut. Et je ne souhaite pas, comme en avril 1966, me transformer en malade impotent, en témoin pitoyable des événements. Voilà comment commence Le renard d'en haut et Le renard d'en bas. Et d'où viennent ces renards ? Pourquoi ce titre, Rosanna, si cryptique en fait ? Alors ce titre n'était pas le premier. Au début, Arguedas avait pensé intituler ce roman Harina Mundo, donc monde de farine, pour la farine de poisson. Ensuite, le deuxième projet de titre, c'était Pez Grande, poisson grand. Donc à nouveau, l'idée était vraiment pour Arguedas de se consacrer à cette transformation de la côte péruvienne. Et en 68, il entreprend un travail de traduction. Il traduit en effet du quechua à l'espagnol Dioses y hombres de Huarochiri, qui est un récit qui entremêle des mythes précolombiens et des mythes qui essaie aussi d'interpréter ensuite l'arrivée des Espagnols. Et en fait, lorsqu'il entreprend ce travail de traduction avec Pierre Duviols, qui est un ethnologue français, il se rend compte que ces mythes sont fascinants et extraordinaires parce qu'ils essaient justement de saisir la rencontre de deux mondes. Donc cette pénétration en fait des Espagnols dans le monde indien, quechua, et comment les autochtones ont essayé de recréer et de comprendre ce qui se passait. Et il se dit qu'en fait, des années et des années et des années plus tard, ce qui est en train de se passer à Chimbote, c'est à nouveau la rencontre de deux mondes, c'est-à-dire ces migrants qui descendent des Andes et qui arrivent sur la côte et qui doivent désapprendre leur langue maternelle, désapprendre le quechua, apprendre l'espagnol, se confronter à des réalités. Et il se dit, mais en fait là, je retrouve la structure de ce récit mythologique. Et donc il décide d'inscrire, de sortir ces renards et de les réemployer. Puisque pour lui, le renard d'en haut, donc comme je l'ai dit, ce sont des figures mythologiques qui existent dans ces récits de Dioses y hombres de Huarochiri. Et donc le renard d'en haut représente le monde de la Sierra, le monde andin, la langue quechua, et le renard d'en bas représente le monde de la côte, le monde, on va dire, le monde hispanophone. Et c'est la rencontre de ces deux mondes et de cette confrontation, et qui sortira vainqueur entre le renard d'en haut et le renard d'en bas. Donc voilà pour le titre. Et donc ce titre concentre en fait toute la problématique qu'Arguedas essaye de saisir, de développer de façon romanesque, mais aussi j'imagine dans son travail, son autre travail scientifique, mais on n'a peut-être pas le temps d'en parler tout à fait aujourd'hui, pour essayer d'arriver à la question précisément de la traduction. Simplement, Arguedas met en scène ces deux renards qui parlent. On va pouvoir peut-être vous en lire un extrait pour vous donner une idée un peu de leur joute. Et Arguedas, dans un de ses journaux, le deuxième, je crois, feuillet de journaux qu'il insère dans le roman, il en vient même à écrire, donc à la première personne, journal, il dit « Pourquoi suis-je allé fourrer ces renards si compliqués dans le roman ?»
Donc il y a aussi un doute, on sent chez lui une espèce de toute façon, de doute sur la qualité de son œuvre. Il dit que c'est une œuvre estropiée, bancale, etc. Mais quelque chose persiste, il a envie que ces figures existent et il glisse des dialogues entre des fins de journaux, il me semble, et aussi dans la fiction, il les dissémine en fait. Mais je crois que ces journaux aussi, c'est une façon pour Arguedas de se représenter en train d'écrire. Et quand il dit mais pourquoi suis-je allé chercher ces renards trop compliqués, à un moment il dit aussi que les renards l'ont dépassé, sont en train de courir et lui il est derrière. Mais je pense aussi que c'est une façon de se représenter en fait en train de travailler, en train de composer son œuvre. Et lorsqu'il parle d'un récit estropié, en fait il sait qu'il est en train d'écrire une grande œuvre, mais que justement c'est un territoire nouveau, c'est un Paris nouveau, c'est une œuvre gigantesque. Et donc il a à la fois conscience on va dire de la pertinence et du côté visionnaire de ce qu'il est en train d'écrire, et en même temps il a conscience qu'il est malade, qu'il est en train de lutter contre la mort. Et donc voilà, il se sent tiraillé un peu par ce récit événement qu'il est en train de composer, cette grande fresque, et en même temps son état psychique qui fait que des fois il se sent ralenti, des fois il se sent tiraillé par des pensées noires. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autodérision aussi quand il parle de ces fichus renards et ces renards qui le dépassent. Je crois qu'il y a aussi il y a un peu de jeu. Il court après son ombre. Voilà, il court après son ombre. Peut-être on peut lire un court dialogue pour donner une idée. Allons-y. Donc moi je suis le renard d'en bas. Non, d'en bas. Je suis le renard d'en bas, donc le renard de la côte. Et toi Marion, tu représentes le renard d'en haut. Le renard d'en haut. Tu comprends tout ce que je dis et raconte? Tu confonds un peu les choses. C'est comme ça. La parole, tu vois, doit déchiqueter le monde. Le chant des canards noirs qui nagent dans des lacs gelés, des hauteurs, où la neige fondue se dépose. Ce chant résonne contre les abîmes de roches. Il se noie en eux. Il rampe dans les punas, fait danser les fleurs des herbes dures qui se cachent sous l'ichou, n'est-ce pas? Oui, le chant de ces canards est impénétrable, comme celui des grands oiseaux. Le silence et l'ombre des montagnes le transforment en une musique qui s'évanouit dès qu'elle apparaît. La parole est plus précise, et c'est pour cela qu'elle peut dérouter. Le chant du canard des cimes nous fait comprendre tout l'esprit du monde. Continuons. C'est notre deuxième rencontre. Voilà 2500 ans, nous nous sommes rencontrés sur la colline Lautasaco de Huarochiri. Nous avons parlé près du corps endormi de Watiakuri, fils antérieur à son père, fils artisan du dieu Pariakaka. Là, tu révélas les secrets qui permirent à Watiakuri de remporter le défi que lui lança le gendre de Tamtanyamka, faux dieu, vaniteux et malade. Maintenant, tu parles depuis Chimbote. Tu racontes des histoires de Chimbote. Il y a 2500 ans, Tukaikire, grand chef ou blessure de la nuit, le guerrier d'en haut, fils de Pariakaka, fut retenu à Urin Aliauka, vallée Yunga du monde d'en bas. Il fut retenu par une prostituée vierge qui l'attendait jambes nues, entrouvertes, les seins nus, avec une cruche de chicha. Elle le retint pour le faire dormir et le perdre. L'eau descend des montagnes que j'habite. Elle court dans des vallées yungas encaissées entre les montagnes sèches et ocres. Elle s'ouvre comme la lumière, c'est vrai, près de la mer. Ce sont la terre sèche et ses fines veines entre les dunes et les roches fatiguées qui constituent la majeure partie de ton monde. Écoute, moi, je suis toujours descendu, et toi, tu es monté. Mais maintenant, c'est pire et c'est mieux. Il existe des mondes d'encore plus haut et des mondes d'encore plus bas. L'individu qui a voulu se donner la mort et qui écrit ce livre était d'en haut. Il a encore de l'image sapra qui s'agite sous sa poitrine. D'où vient-il? De quoi est-il fait maintenant? Et là, l'espagnol cède place au quechua, puisque le dialogue des renards finit en langue quechua. Mais Arguedas décide quand même de traduire en espagnol à côté. Et donc pour le lecteur, c'est une expérience assez déroutante et bien de voir ce long dialogue qui finit en quechua. Et qu'on ne peut décemment pas lire si on n'a jamais appris à lire le quechua.
ce qui nous fait rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire les difficultés de la traduction de ce texte. Donc l'enjeu de ce texte, qui n'est pas écrit qu'en langue espagnole, on l'a compris, Arguedas glisse du quechua, mais du coup, étant traduit, moi qui ai lu que la traduction en français, la tienne, alors comment fait Arguedas concrètement? C'est-à-dire, est-ce qu'il mélange les deux langues? Est-ce qu'on peut dire que c'est un mélange? Est-ce qu'il il mélange vraiment deux termes, par exemple, et il les colle ensemble? Ou comment ça se passe concrètement, la place du quechua dans l'espagnol? Comment il se fraye une place? Alors, Arguedas avait différentes façons on va dire, de décrire son travail. Déjà, il disait que c'était une fiction linguistique, parce qu'il s'était retrouvé confronté à un dilemme. Pourquoi? Parce que Arguedas est issu d'une famille de criollos, c'est-à-dire de descendants d'Européens. Enfin, il a la peau blanche, il a appris à parler en espagnol. Sa mère meurt quand il a 3 ans, et son père se remarie quelques années après. Et la belle-mère déteste le petit José María Arguedas. Et donc elle profite des absences de son père, qui était juriste itinérant, pour en fait se débarrasser de l'enfant et l'envoyer vivre auprès des Indiens quechua qui travaillent pour elle. Et donc Arguedas, orphelin de mère, trouve en fait un refuge dans ce monde quechua et dans cette langue. Et à partir de là, il développe tout un imaginaire linguistique autour de cette langue, dont il déclare à la fin de sa vie qu'en réalité, c'est sa langue maternelle et qu'il a appris à parler en quechua. Alors qu'en fait, c'est faux. Il a vraiment appris à parler en espagnol et après, il a appris le quechua. Mais c'est pour vous donner une idée, en fait, de ce lien affectif extrêmement fort qui entoure Arguedas et la langue quechua. C'est-à-dire que Arguedas investit vraiment cette langue. Il se sent lié à elle d'une façon extrêmement forte, extrêmement lyrique. Et donc, pourquoi dilemme? Parce que Arguedas décide, dans un Pérou qui était divisé, qui était sclérosé, qui était raciste, Arguedas décide de décrire le monde quechua, de décrire sa vitalité, de décrire sa culture, de décrire ses traditions, pour faire connaître ce monde et pour qu'enfin, on va dire, le Pérou hispanophone, le Pérou criollo, le Pérou blanc, je schématise un peu, mais c'est pour que vous compreniez le projet d'Arguedas, pour que ce Pérou-là, qui soit méconnaît, soit méprise le monde indien et le monde quechua, pour qu'il puisse le connaître et le découvrir. Et donc, il s'adresse à un public qui ne connaît pas le quechua. Donc, il doit écrire en espagnol. Mais il se dit que s'il décrit le monde quechua en espagnol, il est d'une certaine façon en train de le trahir, puisqu'il est en train de le décrire dans une langue qui lui est étrangère, une langue qui n'a rien à voir avec ce monde. Donc il décide de créer cette fiction linguistique, c'est-à-dire d'écrire en espagnol, mais de faire apparaître, de faire surgir le quechua. D'une certaine façon, il essaie d'écrire l'espagnol à partir du quechua. Il essaie de faire en sorte que la langue quechua vienne poétiser l'espagnol. Donc, des fois, elle le poétise, des fois, elle le brutalise, des fois, elle l'altère. Et par exemple, dans Le Renard d'en haut et Le Renard d'en bas, elle l'altère vraiment, en fait. Elle le déforme, elle le travaille. C'est une sorte de force qui le dynamite. Et donc, comment traduire cela? Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Arguedas commence à écrire très tôt, et il essaie très tôt différentes façons. Et par exemple, dans ce premier roman, qui s'intitule Yaguar Fiesta, il truffe vraiment son texte écrit en espagnol de mots quechua. Et donc ça, c'est une première présence de l'espagnol. Voilà. Beaucoup de lexique quechua, généralement pour décrire la nature, pour décrire les animaux, pour décrire les traditions, la musique. Une des traductrices d'Arguedas, la traductrice d'ailleurs de Yaguar Fiesta, Cecilia Ar, dit que Arguedas emploie ces mots quechua pour pallier l'insuffisance de l'espagnol, qui ne connaît pas ce terme, qui correspond à une réalité socioculturelle quechua. Et l'autre raison, c'est pour créer un effet de langue quechua. En fait, ce qu'essaie de faire Arguedas, c'est d'une certaine façon de faire croire à son lecteur qu'il est en train de lire du quechua alors qu'il lit de l'espagnol. Et donc il passe par l'insertion de lexique quechua, il passe aussi par la désorganisation syntaxique de certaines phrases, il insère des suffixes quechua,
il crée une sorte d'accent qui tente en fait de restituer la prononciation coréenne quechua-phone en parlant espagnol. Et donc c'est ce qu'Arguedas appelle des subtils désordres. Donc c'était ces subtils désordres qu'il a fallu appliquer ensuite à la langue française. Comment filtrer le français à partir du quechua. Et dans ce roman, on a peut-être oublié de parler des typologies de personnages, parce qu'on se situe du coup à Chimbote, qui est donc cette ville côtière. Il y a énormément de populations différentes qui se mélangent, qui se heurtent, qui d'ailleurs rentrent en conflit, qui se battent aussi. On est dans une forme de ville bouillonnante comme ça. Comment Arguedas dresse cette typologie? Est-ce qu'elle existe déjà? Est-ce que ces personnages existent? Est-ce que leur langue, leur langage propre à chacun existent, ont existé? Ou est-ce qu'il a complètement inventé toutes ces différentes typologies qu'on retrouve d'ailleurs, et on va en reparler, mais dans le glossaire, enfin dans le lexique qui a été un choix éditorial, enfin que tu as enfin bon, il était question de garder, de marquer en fait tous les termes qu'utilise Arguedas. Donc moi je me suis demandé par exemple, est-ce que ces termes existent? Est-ce que ces personnages existent? Est-ce qu'ils parlent vraiment comme on le lit ou pas? Alors, déjà, tu as employé le terme de ville bouillonnante, et tu as tout à fait raison. Puisque quand Arguedas arrive à Chimbote, en fait, il arrive avec la casquette du scientifique, avec la casquette de l'ethnologue. Il y va pour faire du terrain scientifique. Et il reste impressionné par la ville, et il se dit, non, en fait, ce que je dois faire ici, c'est un roman. Et donc, il troque son projet scientifique contre un projet littéraire. Et il décrit Chimbote, qui est une ville qui existe vraiment, il décrit Chimbote comme un poulpe phosphorescent. Et c'est une ville qui, en fait, par ce boom économique, s'est transformée un peu en une sorte de Babel. C'est-à-dire qu'on entend, donc des criollos qui parlent espagnol, on entend des Indiens qui quittent donc le monde d'en haut, qui quittent les Andes pour s'installer sur la côte et qui parlent un espagnol traversé par le quechua, encore travaillé par le quechua. On entend aussi du quechua. On entend aussi le parler populaire des pêcheurs de la côte, qui est un espagnol traversé par l'argot et par la vulgarité. On entend aussi un espagnol qui est traversé par l'américain, parce qu'il y a des personnages américains qui sont présents à Chimbote à travers des associations, en fait. Donc on entend plein de langues différentes et des espagnols différents. Et ça, Arguedas, en fait, s'est servi de son travail scientifique, parce qu'au début, il avait mené des enquêtes, il avait interviewé des habitants de Chimbote. Et donc ces personnages, on a par exemple un personnage haut en couleur, qui est le Fou Moncada, et le Fou Moncada a vraiment existé. Ah oui. Et oui. Il est difficile à inventer, peut-être, tant il est réel. On n'avait pas forcément d'ailleurs pensé lire ces monologues, mais peut-être on peut dire un mot de ce personnage, parce qu'il concentre beaucoup de... Arguedas, j'ai l'impression, met beaucoup dans sa bouche en termes de réflexion et d'histoire et de repères fous. C'est un personnage truculent, un personnage extraordinaire aussi du point de vue de ses discours, parce que déjà c'est un sambo, donc c'est un métis, donc de parents noirs et indiens, et il a un parler extrêmement métaphorique. En fait, c'est une sorte de prédicateur qui voit comment la ville s'est transformée, comment la nature a été dégradée par l'industrie de pêche et de transformation de farine de poisson. Il voit toutes les dynamiques qui traversent et qui ravagent la ville. Donc il a une sorte de vision prophétique. Et il dit souvent que les fous disent la vérité et que lui est fou.
Et donc il a voilà, un espagnol extrêmement métaphorique, très poétique. Et tout à l'heure, tu parlais j'ai oublié de répondre à ta question, tu parlais du glossaire qui présente beaucoup de mots propres au Pérou. Et effectivement, on a à la fois des mots propres donc, à l'espagnol du Pérou, propres à la réalité sociologique, hein, à tous les métissages, et aussi des mots quechua. Donc voilà, c'est parce que j'ai oublié de te répondre par rapport au glossaire. Donc les catégories de ces personnages sont des véritables catégories. Ces termes étaient employés sont employés encore peut-être par les Péruviens aujourd'hui, etc. D'accord. Plus précisément, du coup, par rapport aux questions de traduction, comme je l'ai dit, tu as travaillé dans ta thèse sur la langue d'Arguedas et en proposant aussi des traductions de fragments, de morceaux de ce texte qui n'avait jamais été traduit en français auparavant. Alors, comment ça se passe? Comment on fait face à un texte si dense, si riche, si complexe pour s'organiser, en fait, pour organiser la traduction, étant donné que, comme tu le disais, et on va le voir, les dispositifs sont multiples pour qu'Arguedas réussisse à faire exister le quechua dans l'espagnol. J'imagine que tu as beaucoup lu d'autres traductions dans d'autres langues. Est-ce qu'en tout cas, tu as respecté le dispositif original d'Arguedas ou est-ce que tu as dû t'en éloigner par moment pour le français? Alors, le point de départ en fait de ce travail, c'est vraiment ma thèse où je me suis penchée sur la poétique d'Arguedas, comment est-ce qu'il avait réussi à créer dans la langue espagnole un espace pour faire entendre le quechua. Et en étudiant ces dispositifs donc, qu'il a mis en place, imaginé, travaillé et qu'il a modifié tout au long de son œuvre, je me suis intéressée donc, aux possibilités de sa traduction. Et donc j'ai analysé comment son premier roman avait été traduit en français, comment il avait été traduit en anglais, comment il avait été traduit en italien. Et j'essayais de comparer, en fait, de voir laquelle de ces trois langues était la plus frileuse à accepter le quechua et laquelle avait la plus grande hospitalité et se laisser travailler par le quechua, se laisser des fois manger par le quechua. Et ensuite, j'ai travaillé sur un autre roman, Los Ríos Profundos, où en fait l'espagnol est poétisé par le quechua. C'est-à-dire que le quechua est présent d'une façon moins immédiate que dans le premier roman, où des fois on lit une phrase et sur 10 mots, il y a 7 mots en quechua. Et on se dit là, l'espagnol est vraiment chassé. Los Ríos Profundos est écrit dans c'est un tout autre dispositif. Et même chose, j'ai essayé de regarder voilà, quelle langue donner l'hospitalité au quechua et quelle langue était plus compliquée à la recevoir. Et cela m'a mené donc au dernier roman, Le Renard d'en haut et Le Renard d'en bas, où il n'existait pas de traduction. Et donc, effectivement, dans ma thèse, j'ai formulé quelques propositions. Et je m'inspirais du travail qui avait été fait donc, par la traductrice américaine, qui s'appelle Frances Horning Barraclough et qui a traduit tous les romans d'Arguedas. Et donc, ce qui doit être passionnant, c'est qu'en fait, elle a vraiment suivi toute cette évolution. Elle accompagne le travail de l'auteur. Et pour l'italien, donc il y a deux grands traducteurs qui sont Umberto Bonetti et Antonio Melis. Et Antonio Melis a dit donc de la traduction du Renard d'en haut et du Renard d'en bas que c'était le texte le plus difficile qu'il ait eu à traduire et que c'était vraiment compliqué. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, les traducteurs proposent des solutions différentes et je pense qu'ils reflètent aussi certaines cultures. Par exemple, le français n'aime pas la répétition. Le français n'aime pas qu'on se répète. Et Arguedas utilise la répétition comme un moyen, en fait, pour faire entendre le quechua. Souvent, il utilise, je rentre un peu dans la cuisine, mais il utilise beaucoup de gérondifs et des gérondifs qui se répètent pour recréer une sorte de rythme. Et donc, cette répétition était conservée en italien, conservée en anglais et pas souvent en français, parce que le français n'aime pas la répétition. Donc c'était amusant de voir comment les traductions reflètent aussi
des schémas de pensée propres au schéma culturel des traducteurs. Et toi, tu as choisi par exemple de garder les répétitions. Oui, j'ai choisi de garder les répétitions. J'ai choisi de garder toutes les occurrences des mots quechua. J'ai vraiment, en fait, comme la rencontre de l'espagnol et du quechua est éminemment politique, comme Arguedas travaille vraiment l'espagnol par la langue minoritaire pour lui faire dire le racisme, pour lui faire dire l'inégalité, comme dit Antonio Melis, donc, qui a traduit en italien ce roman, il dit le déchirement idiomatique et le déchirement social. Le déchirement idiomatique reflète le déchirement social. Et donc je me suis dit, c'est impossible d'effacer cette bataille, d'effacer cette langue qui vient désorganiser, qui vient dire quelque chose. Et donc j'ai vraiment essayé, au mieux, je sais pas, mais le plus possible, de conserver cette dynamique du quechua, cette présence, qui fait que quand on lit Le Renard d'en haut et Le Renard d'en bas, comme pour le lecteur espagnol qui se dit qu'il est en train de lire un espagnol étrange, le lecteur, je l'espère, ressent cette même sensation d'étrangeté et d'étrangéité en fait en lisant ce roman. Le but, c'est qu'il se dise ce que je lis est du français, mais du français altéré en fait, du français traversé par autre chose. Quelque chose à basculer, voilà. En tout cas. Et par exemple, on peut peut-être parler de la plupart des dispositifs que tu as trouvés qui se répètent, c'est-à-dire du début à la fin du roman. Tu as écrit un avant-propos à ta traduction dans laquelle tu expliques, tu situes un petit peu l'œuvre comme on vient de le faire, et puis tu annonces tes choix, notamment 3 choix, je crois, il me semble. 3 choix qui sont en fait le fruit d'énormément de travail, d'énormément, j'imagine aussi, de délibération, parce que j'imagine que tu as essayé d'inventer, d'imaginer plusieurs façons, plusieurs moyens, qu'est-ce qui marche le mieux, etc. Je te connaissais déjà à l'époque et je sais qu'on en parlait un petit peu. Alors, quelles sont les trois choses qui reviennent le plus et pour lesquelles tu as dû, comment dire, en ayant conscience que tu faisais un choix qui allait se voir en fait vraiment beaucoup dans le roman, au point de le mettre dans ton avant-propos. On peut peut-être parler de ces choses-là, notamment le suffixe cha, que tu expliques que tu l'ajoutes à certains mots. Alors qu'est-ce que c'est en langue originale, dans la langue originale d'Arguedas? Comment t'as pensé à ça? Alors, pour les dispositifs, en fait, ce sont des dispositifs que certains appellent d'étrangement de la langue, c'est-à-dire rendre étrangère la langue à elle-même. En fait, c'est très simple. J'ai établi une sorte de relevé de ce qu'avait fait Arguedas, c'est-à-dire comment est-ce qu'il transformait l'espagnol, et je l'ai appliqué au français. Donc il y a des choses qui étaient extrêmement simples, c'est-à-dire l'insertion de mots quechua. J'ai gardé toutes les occurrences des mots quechua. Arguedas aussi désorganise la syntaxe espagnole à partir du quechua. Donc j'ai essayé de la même façon de désorganiser la phrase. Donc par exemple, des fois, Arguedas enlève une préposition lorsqu'elle est nécessaire en espagnol pour faire entendre en fait une erreur dans la langue. Et donc j'ai essayé de faire la même chose. Des fois aussi j'ai rajouté préposition quand dans l'espagnol il faut une préposition et Arguedas l'enlève et en français il n'en faut pas. Je me suis dit je vais l'ajouter. Donc au lieu de je vais acheter, ça fait je vais à acheter. Enfin voilà, c'était des petites choses et c'était des déplacements en fait. Mais toujours en me disant là la syntaxe est désorganisée, donc je vais essayer de désorganiser à mon tour. Arguedas, par exemple, lorsqu'il fait donc, parler ces personnages de migrants quechophones, il utilise la confusion du genre. Okay, donc, au lieu de dire, je dis n'importe quoi, la mesa, le personnage va dire el mesa. Donc ça c'est aussi, c'était transposable.
le table. Et c'était intéressant de voir que la traductrice américaine ne pouvait pas réaliser ce transfert, donc elle avait choisi d'autres détours. Donc ça, je dirais que c'était une sorte de... Voilà, je suivais un peu docilement l'édifice qu'avait construit Arguedas. Et tu as raison quand tu dis que j'ai ajouté quelque chose. C'était très épineux comme question, parce qu'en fait, Arguedas, lorsqu'il fait parler ses personnages donc, de migrants quechophones, il crée un accent. D'accord. Donc il explique que c'est voilà, au lieu de prononcer O, il fait OU et I, et inversement. Et donc il dit que c'est une façon de faire entendre l'accent quechua sur des mots espagnols. Sauf que moi, je me disais, en traduction, l'espagnol disparaît. Donc ce ne sont plus les mêmes mots qui sont prononcés. Et surtout, ça va totalement déplacer parce que je vais essayer de créer un accent quechua sur du français alors que ces personnages ne sont absolument pas en train de prononcer du français. Donc, pour certains mots, au lieu de tenter de créer un accent, j'ai rajouté ce suffixe cha qu'Alguedas utilise et qu'il utilise aussi comme un moyen d'altérer la langue espagnole, comme un moyen de faire entendre le quechua. Donc j'ai décidé, à des moments où je me disais, là, essayer de créer un accent, vraiment, ça ne va pas être pertinent. Eh bien, je vais décaler, je vais être un peu infidèle au dispositif original et je vais faire entendre le quechua par un autre moyen, un autre truchement, et donc en ajoutant ce suffixe cha qu'Alguedas utilise. Donc par exemple, ça devient un personnage qui s'appelle Jesusa, Jesuchacha, compadre, compacha. Et donc je me disais, bon voilà, des fois la fidélité demande un peu à passer par un détour. C'est ce que disent d'ailleurs les Italiens, ils ont un refrain qui dit traduttore, traditore, donc traducteur, traître, parce que des fois la fidélité doit passer par une toute petite infidélité. Donc là c'était une création, mais une création qui s'inspire de ce qu'Alguedas a fait. Enfin, je me suis pas dit de moi-même, tiens, je vais prendre ça. Non, Arguedas le fait. Et donc c'est pour ça que dans l'introduction, j'explique pour quand même le lecteur sache que tout n'était pas en fait transposable. Et c'est là où on se dit, c'est là où on touche aussi les limites de la traduction. On va forcément perdre quelque chose. Et donc là, c'est cet accent qui est perdu. Et je me souviens, c'était des débats aussi avec l'éditeur. À un moment, l'éditeur m'a dit, t'as voulu faire un accent, on a l'impression qu'ils viennent du Nord, ça va pas du tout. C'est l'accent du Nord-Pas-de-Calais. Donc je lui dis, oui, non, je vais pas essayer de créer quelque chose. Ce sont pas ces mots-là qui sont prononcés de toute façon. Du coup, c'est pas de la transposition, c'est-à-dire que c'est de la création. C'est de la création, c'est pas pour restituer l'accent quechua. Tu n'as pas choisi un accent français qui existe quelque part en essayant de l'écrire. Ouais, on est bien d'accord. Mais ça, c'est des solutions qui sont parfois proposées, c'est-à-dire comme dans le texte original, il y a une situation de langue minoritaire face à une langue majoritaire. Des fois, des traducteurs se disent, eh bien, je vais recréer ça et je vais employer une langue régionale. Mais moi, j'ai pas voulu faire ça. Et le traducteur italien s'était aussi posé la question en se disant, en italien, il y a beaucoup de dialectes, il y a beaucoup de langues régionales. Pourquoi ne pas insérer du sicilien au milieu de l'italien? Et donc, dans son introduction, il dit qu'il a d'abord pensé à ça et finalement, il s'est dit non, ça va rajouter une couche culturelle. Alors que le texte est déjà très très ancré géographiquement, linguistiquement, et surtout il dit c'est trahir un peu l'esprit du texte, puisque c'est pas le sicilien qui est en cause, c'est vraiment oui, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Donc non, j'ai pas choisi ce procédé. Et donc on en vient en fait clairement à parler d'un travail de création, puisque le travail de traduction c'est beaucoup de recherche. Beaucoup de temps à chercher des dispositifs, etc. Mais c'est aussi des partis pris, des choix, des inventions. Et donc la part créative dans la traduction, tu dirais qu'elle est... Parlons pas de pourcentage, mais tu dirais, est-ce que tu as ressenti quand même qu'il y avait une part à ça et comment?
C'est-à-dire, est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'une langue aussi complexe, pardon, je reformule, est-ce qu'une langue aussi complexe, ça inhibe? Ou est-ce qu'au contraire, on se dit, bah, quitte à traduire, autant y aller, autant tenter des choses? En fait, pour ce texte, comme il est écrit à la fois en deux langues, entre deux langues, moi j'étais partie du principe que de toute façon, la traduction allait perdre quelque chose. Enfin, c'était évident, allait perdre déjà cette confrontation historique, espagnol et quechua, puisque c'est une confrontation linguistique, mais qui renvoie à une situation de domination, de racisme au Pérou, de marginalité. Donc, de toute façon, à partir du moment où l'espagnol allait s'effacer, quelque chose était irrémédiablement perdu. Et donc, je me disais, là, ça va être le français qui va accueillir le quechua. Et donc, de toute façon, voilà, quelque chose est perdu. Mais à partir du moment où on l'a accepté, c'est très libérateur. Et donc, oui, on fait des choix, ça c'est sûr. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le traducteur, déjà, travaille sur un texte qui n'est pas le sien et a des contraintes éditoriales. Et pour avoir travaillé donc, sur les traductions qui ont été faites des romans antérieurs de José María Arguedas, des fois je me disais, est-ce que là c'est le traducteur est-ce que c'est le choix du traducteur de se dire il y avait trop de mots quechua, je les enlève, ou est-ce que c'est l'éditeur qui se dit non, là on va perdre le lecteur? Et ça c'est une vraie question en fait quand on analyse une traduction, de se dire quelle est la liberté laissée au traducteur. Et donc moi j'ai eu la chance d'avoir une liberté totale et entière et un travail éditorial qui m'a totalement fait confiance et donc qui a accepté, qui a même proposé de faire ce glossaire pour répertorier toutes les traces, tous les mots quechua et tous les mots propres aux réalités du Pérou, et aussi de proposer, d'inventer, vraiment de respecter cette langue altérée, cette langue pleine d'altérité. Mais c'est un pari, parce qu'au début, le lecteur, je pense qu'il est vraiment dérouté. Évidemment, c'est pas tout le texte qui est écrit comme ça, c'est certains passages. Et donc, oui, c'est un choix en particulier. Mais l'utilité de ton avant-propos assez court, mais qui rassemble quand même les grandes lignes, les grands choix de traduction, ainsi que quand même l'utilité de ce glossaire sur les deux rabats du livre, font qu'en fait ça accompagne aussi véritablement la lecture et on n'est jamais tout à fait éperdu. Moi ça fait 2 fois que je le lis et je m'en remets encore au glossaire puisque j'ai pas encore j'ai pas intégré toutes les définitions, parce qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup de types de personnages comme on le disait. Donc vraiment c'est effectivement un travail d'accompagnement, je trouve, qui permet de rentrer dans ce texte qui peut être assez déroutant au départ, qui est hybride, qui a une forme particulière, qui a une place particulière dans l'œuvre d'Arguedas. Oui, mais en fait, je pense que Arguedas l'avait conçu comme un roman total. Enfin, ça veut à la fois pas dire grand-chose et beaucoup de choses. C'est-à-dire véritablement que le lecteur soit à la place de ces personnages de migrants quechua qui sont entre deux langues, qui sont entre deux cultures, qui s'éloignent de leur langue maternelle pour en apprendre une nouvelle. Et je pense qu'il a vraiment voulu créer cet entre-deux linguistique et de toute façon le lecteur hispanophone est accompagné aussi. Il y a un lexique, il y a des introductions. Et dans chacun des romans d'Arguedas, notamment son premier, Arguedas a fait lui-même son glossaire. Et je pense qu'il voulait vraiment que son lecteur ait la sensation de lire du quechua et l'impression d'être en train de lire du quechua et l'impression, en fermant le livre, d'avoir un peu appris du quechua. Merci beaucoup, Rosana, pour cette présentation.